En cette nuit de janvier 1626, le Louvre dormait. Du moins, c'est ce que l'on aurait pu croire en traversant ces longs corridors de pierre, où seules quelques torches achevaient de se consumer dans leurs supports de fer forgé. Les gardes suisses, immobiles à leur poste, luttaient contre le sommeil. Les dames d'honneur avaient regagné leurs appartements depuis longtemps. Les courtisans, épuisés par une journée de révérence et de sourires calculés, s'étaient retirés dans leurs chambres, certains pour dormir, d'autres pour rédiger des lettres qu'ils brûleraient au matin. Mais quelqu'un veillait, dans une aile du palais, derrière une porte que deux hommes en armes gardaient en silence. Une chandelle brûlait encore. Et devant cette chandelle, penché sur des documents dont l'encre semblait parfois plus noire que la nuit elle-même, un homme lisait. Il portait la pourpre des cardinaux, mais rien en lui n'évoquait la douceur que l'on prête aux hommes d'église. Son visage était long, creusé, encadré d'une barbiche qui accentuait encore la sévérité de ses traits. Ses yeux, d'un brun profond, parcouraient les lignes avec une attention que rien ne semblait pouvoir troubler. Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu, ne dormait jamais vraiment. Oh, il lui arrivait de s'assoupir quelques heures, quand son corps l'exigeait avec une insistance qu'il ne pouvait plus ignorer. Mais son esprit, lui, ne connaissait pas le repos. Même dans ses rares moments de sommeil, il continuait de calculer, de prévoir, d'anticiper les coups de ses ennemis. Et des ennemis, il en avait, plus qu'il n'aurait pu en compter. Plus, peut-être, qu'il n'en connaissait lui-même. À ses pieds, lové dans la chaleur que dispensait un brasero mourant, deux chats dormaient. Le cardinal aimait les chats. Il les préférait aux hommes, disait-on à la cour, et peut-être n'avait-on pas tort. Les chats ne trahissaient pas. Les chats ne mentaient pas. Les chats ne venaient pas vous poignarder dans le dos en souriant. Cette nuit-là, Richelieu relisait une lettre qui lui était parvenue quelques heures plus tôt. Une lettre anodine en apparence, quelques lignes de politesse envoyées par un gentilhomme de province. Mais entre ces lignes, pour qui savait lire, se cachait autre chose. Un avertissement, une mise en garde. Quelque chose se tramait, quelque chose qui, comme toujours, visait sa personne. Le cardinal reposa la lettre et ferma les yeux un instant. Non par fatigue, mais pour mieux réfléchir. Dans l'obscurité de ses paupières closes, il voyait la cour de France telle qu'elle était vraiment. Un nid de serpents où chacun guettait le faux pas de l'autre, où les sourires dissimulaient des poignards, où les mots les plus doux portèrent le venin le plus mortel. Et au centre de ce nid, fragile et méfiant, se tenait le roi. Louis XIII, le roi qui ne faisait confiance à personne, le roi qui sursautait au moindre bruit, le roi qui voyait des traîtres partout et qui, bien souvent, avait raison d'en voir. Richelieu rouvrit les yeux et contempla la flamme de sa chandelle. Pour servir ce roi, pour maintenir sa position auprès de lui, il fallait une vigilance de chaque instant. Une seule erreur, et tout s'effondrerait. Ses ennemis n'attendaient que cela. La reine-mère, qu'il avait pourtant porté au pouvoir et qui maintenant le haïssait. La jeune reine, Anne d'Autriche, qui voyait en lui l'obstacle à ses ambitions espagnoles. Les princes du sang, qui supportaient mal de voir un homme d'église exercer une telle influence. Et tant d'autres dont il ne connaissait pas encore les noms, mais dont il devinait la présence dans l'ombre. Le cardinal se leva lentement, ses articulations protestant contre le froid de la nuit. Il s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement le rideau. Dehors, Paris dormait sous un ciel sans étoiles. Quelque part dans cette ville,
peut-être même dans ce palais, des hommes conspiraient contre lui. Des hommes qui, en ce moment même, chuchotaient son nom avec haine. Qu'il conspire, pensa-t-il. Qu'il chuchote. Le moment venu, je saurai. Et il savait toujours. Car telle était la force de Richelieu. Là où d'autres voyaient des murs, il voyait des oreilles. Là où d'autres croyaient parler en secret, il entendait chaque mot. Son réseau d'informateurs s'étendait à travers tout le royaume, dans les antichambres comme dans les tavernes, dans les confessionnaux comme dans les alcôves. Rien ne lui échappait. Ou presque rien, il retourna s'asseoir et reprit sa lecture. La nuit serait longue encore. Mais le cardinal avait l'habitude des longues nuits. Dans les couloirs du Louvre, on n'entendait que le silence. Pour comprendre ce qui allait se jouer en cette année 1626, il faut d'abord comprendre le roi. Et pour comprendre le roi, il faut remonter à son enfance, à ces années terribles qui avaient façonné son âme comme le marteau façonne le fer. Louis XIII était né le 27 septembre 1601 dans le château de Fontainebleau. Son père était Henri IV, le roi qui avait mis fin aux guerres de religion, le roi aimé du peuple, le ver galant dont on chantait les exploits amoureux dans toutes les tavernes de France. Sa mère était Marie de Médicis, princesse florentine au tempérament dominateur, qui n'avait jamais vraiment aimé cet enfant et ne s'en était jamais caché. Le petit Louis avait grandi dans l'ombre d'un père trop grand et sous le regard froid d'une mère trop distante. On l'avait confié à des gouvernantes, puis à des précepteurs. Mais personne ne lui avait appris ce dont il aurait eu le plus besoin, être aimé. Et puis, il y avait eu ce jour de mai 1610. Louis avait 8 ans. Ce matin-là, son père avait quitté le Louvre pour se rendre chez Sully, son ministre. Le carrosse royal s'était engagé dans les rues de Paris, encombré par la foule d'un jour de marché. Rue de la Ferronnerie, coincé entre deux charrettes, le carrosse s'était immobilisé. Et c'est là, dans cette rue étroite et sombre, qu'un homme s'était approché. Un homme aux yeux fous, un couteau à la main. François Ravaillac. 3 coups. 3 coups de couteau dans la poitrine du roi. Henri IV était mort avant même d'avoir compris ce qui lui arrivait. Ce soir-là, on était venu chercher le petit Louis dans sa chambre. On l'avait habillé en hâte. On l'avait conduit dans la grande salle du trône. Et là, devant les grands du royaume assemblés, on lui avait dit ces mots qu'il n'oublierait jamais. Le roi est mort. Vive le roi. À 8 ans, Louis était devenu Louis XIII. Mais un enfant de 8 ans ne gouverne pas. C'est donc sa mère, Marie de Médicis, qui avait pris la régence. Et avec la régence, elle avait pris le pouvoir. Un pouvoir qu'elle n'avait aucune intention de rendre à son fils, même lorsque celui-ci avait atteint l'âge d'homme. Louis avait grandi dans l'ombre de sa mère, comme il avait grandi dans l'ombre de son père. Mais cette ombre-là était différente. Elle était froide, étouffante, humiliante. Marie de Médicis traitait son fils comme un enfant incapable, l'écartait des conseils, le tenait à l'écart des affaires du royaume. Elle s'entourait de favoris italiens, dépensait sans compter, menait une politique que beaucoup jugeaient désastreuse. Et le jeune roi observait, en silence, avec cette rage froide qui ne le quitterait jamais. En 1617, Louis avait 16 ans, et il avait décidé qu'il en avait assez. Avec l'aide de quelques fidèles, il avait ordonné l'assassinat de Concino Concini, le favori de sa mère, l'homme qui gouvernait la France en son nom. Les gardes avaient abattu Concini dans la cour du Louvre, et Louis, apprenant la nouvelle, s'était exclamé
Grand merci à vous. À cette heure, je suis roi. Il était roi, oui, mais la cicatrice ne s'était jamais refermée, car sa mère ne lui avait pas pardonné. Exilée à Blois, elle n'avait cessé de conspirer contre lui, de lever des armées, de menacer la paix du royaume. Et Louis, tiraillé entre sa haine et un reste d'amour filial qu'il ne parvenait pas à étouffer, avait fini par céder. Il avait rappelé sa mère à la cour. Il lui avait rendu ses honneurs, ses privilèges, sa place au conseil. Et avec elle, il avait rappelé l'homme qu'il avait servi pendant ses années d'exil. L'homme qu'elle avait fait évêque, puis cardinal. L'homme qui allait devenir le plus puissant ministre que la France ait jamais connu. Armand Jean du Plessis de Richelieu. Pourquoi Louis avait-il choisi Richelieu? Pas par affection, certainement. Le roi n'aimait pas le cardinal, et il ne l'aimerait jamais vraiment. Entre eux, il n'y avait ni amitié, ni confiance, au sens où les hommes ordinaires entendent ces mots. Il y avait autre chose, une alliance de raison, froide et calculée. Louis savait qu'il avait besoin d'un homme capable de tenir tête aux grands du royaume, de mater les protestants, de résister aux pressions étrangères. Et il savait que cet homme, c'était Richelieu. Le cardinal, de son côté, savait qu'il avait besoin du roi. Sans le soutien royal, il n'était rien. Un simple prêtre ambitieux que ses ennemis auraient tôt fait d'écraser. Mais avec le roi derrière lui, il pouvait tout. Alors il s'était allié. Non par amour, mais par nécessité. Et en cette année 1626, cette alliance était encore fragile, terriblement fragile. Louis XIII ne faisait confiance à personne. Il l'avait appris à ses dépens, lui qui avait vu son père assassiné, lui qui avait été trahi par sa propre mère. Chaque visage souriant cachait peut-être un ennemi. Chaque mot aimable dissimulait peut-être un poison. Le roi vivait dans une méfiance perpétuelle, sursautant au moindre bruit, voyant des complots partout. Et cette année-là, il avait raison d'en voir. En ce début d'année 1626, Richelieu occupait officiellement la fonction de principal ministre du roi de France. Mais cette fonction, il la tenait au bout des doigts, comme un homme tiendrait une corde au-dessus d'un précipice. À tout moment, elle pouvait lui glisser des mains. Ses ennemis étaient légion. Il y avait d'abord la reine-mère, Marie de Médicis. C'était elle qui l'avait fait, elle qui l'avait tiré de l'obscurité provinciale pour l'élever jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État. Pendant des années, Richelieu avait été son homme, son serviteur dévoué, l'instrument de sa politique. Mais le serviteur avait grandi. Il avait pris son envol. Et maintenant, il volait de ses propres ailes, sans plus se soucier des désirs de celle qu'il avait créée. Marie de Médicis ne le supportait pas. Elle, qui avait cru tenir en Richelieu un vassal docile, découvrait un maître. Un maître qui avait ses propres vues, ses propres ambitions, et qui n'hésitait pas à contredire les siennes. Pire encore, un maître qui avait l'oreille du roi, cette oreille qu'elle-même n'avait jamais vraiment eue. La reine-mère haïssait Richelieu comme on hait un enfant ingrat. Elle le haïssait d'autant plus qu'elle avait besoin de lui, qu'elle ne pouvait l'attaquer ouvertement sans risquer de se perdre elle-même. Alors elle rongeait son frein, attendant l'occasion de le faire tomber. Il y avait ensuite la jeune reine, Anne d'Autriche. Mariée à Louis XIII depuis 1615, elle n'avait jamais trouvé sa place auprès de ce mari distant et méfiant. Le roi la soupçonnait de servir les intérêts de l'Espagne, son pays natal. Et Richelieu, qui voyait en l'Espagne l'ennemi principal de la France, ne faisait rien pour dissiper ses soupçons.
Au contraire, il les entretenait, il les alimentait, il faisait surveiller la reine par ses espions. Anne d'Autriche le savait, et elle haïssait le cardinal d'une haine silencieuse mais profonde. Il y avait les princes du sang, ces descendants des rois précédents, qui estimaient avoir leur mot à dire dans le gouvernement du royaume. Pour eux, Richelieu n'était qu'un parvenu, un petit noble de province qui avait eu l'audace de s'élever au-dessus de sa condition. Comment un simple évêque pouvait-il prétendre commander à des princes? L'affront était insupportable. Il y avait les grands seigneurs, ces ducs et ces comtes qui possédèrent des provinces entières et qui n'acceptaient pas qu'un cardinal leur dictât leur conduite. Il y avait les protestants qui voyaient en Richelieu un persécuteur. Il y avait les dévots qui lui reprochaient de ne pas persécuter assez. Il y avait les courtisans disgraciés, les ambitieux déçus, les jaloux, les envieux. Tous voulaient sa perte. Et au-dessus de tous ses ennemis, il y avait le roi lui-même, car Richelieu ne l'oubliait jamais. Louis XIII pouvait, d'un mot, le renvoyer au néant dont il l'avait tiré. Le roi l'utilisait, certes. Le roi avait besoin de lui, certes. Mais le roi ne l'aimait pas. Et si, un jour, un autre homme parvenait à gagner la confiance du souverain? Le cardinal vivait donc dans une vigilance permanente. Il ne se contentait pas de gouverner le royaume, il devait aussi se maintenir au pouvoir, repousser les attaques, déjouer les complots. Pour cela, il avait développé un système d'information comme la France n'en avait jamais connu. Ses espions étaient partout, dans les antichambres du Louvre, où ils écoutaient les conversations des courtisans, dans les hôtels particuliers de Paris, où ils surveillaient les allées et venues suspectes, dans les provinces, où ils guettaient les moindres signes de rébellion, dans les cours étrangères, où ils tentaient de percer les secrets des ennemis de la France. Le cardinal interceptait les lettres, déchiffrait les codes, achetait les consciences. Il savait qui voyait qui écrivait à qui parlait à qui. Il savait les amitiés et les haines, les ambitions et les peurs. Et quand il ne savait pas, il devinait. Mais même le système le plus perfectionné a ses failles. Et cette année-là, dans l'ombre des couloirs du Louvre, une conspiration se nouait que Richelieu n'avait pas encore détectée. Si Louis XIII n'avait pas d'enfant, s'il venait à mourir sans héritier, la couronne reviendrait à son frère cadet, Gaston d'Orléans. En cette année 1626, Gaston avait 18 ans. C'était un jeune homme séduisant, au visage ouvert, au sourire facile. Il possédait ce charme naturel que son frère aîné n'avait jamais eu, cette aisance dans les relations humaines qui lui gagnait les cœurs sans effort. Là où Louis était renfermé et méfiant, Gaston était expansif et confiant. Là où le roi repoussait les gens, le frère du roi les attirait. On l'aimait peut-être même trop, car autour de Gaston se rassemblaient tous ceux qui espéraient un changement. Les mécontents, les ambitieux, les déçus du règne actuel voyaient en lui l'avenir. Un avenir radieux, pensait-il, où le sinistre Richelieu serait renvoyé, où la cour retrouverait sa gaieté, où l'on gouvernerait autrement. Gaston les laissait espérer. Il les encourageait, même, par des demi-promesses et des sourires entendus. Mais au fond de lui, que voulait-il vraiment? Lui-même, peut-être, ne le savait pas. Il y avait en Gaston d'Orléans une faiblesse fondamentale que ses admirateurs ne voyaient pas, ou ne voulaient pas voir. Cette faiblesse, c'était l'inconstance. Gaston s'enthousiasmait vite et se décourageait plus vite encore. Il promettait beaucoup et tenait peu. Surtout quand le danger se faisait trop pressant, il n'hésitait jamais à abandonner ceux qui s'étaient
compromis pour lui. Des hommes allaient mourir pour avoir cru en Gaston d'Orléans. Des hommes courageux, fidèles, qui auraient mérité un meilleur maître. Gaston les regarderait mourir et ne ferait rien pour les sauver. Puis il demanderait pardon au roi, verserait quelques larmes et recommencerait à conspirer. Tel était le frère du roi de France. En ce début d'année, Gaston résidait principalement à Blois, dans ce château où sa mère avait été exilée quelques années plus tôt. Il y tenait une petite cour, entourée de gentilshommes dévoués, qui ne demandaient qu'à servir sa cause. Et parmi ces gentilshommes, il en était un qui allait jouer un rôle fatal dans les événements à venir. Mais n'anticipons pas. L'histoire doit être racontée dans l'ordre, comme elle s'est déroulée, avec ses lenteurs et ses accélérations, ses moments d'attente et ses coups de théâtre. Pour l'instant, contentons-nous de noter que Gaston attendait, qu'il guettait son heure, et que cette heure, certains autour de lui voulaient la hâter. Henri de Talleyrand, Périgord, comte de Chalais, avait 27 ans en ce début d'année 1626. C'était un jeune homme de haute naissance, issu d'une famille dont le nom résonnait dans l'histoire de France depuis des siècles. Il était beau, dit-on, d'une beauté virile qui plaisait aux femmes. Il était brave, comme l'exigeait son rang. Et il était ambitieux, comme l'étaient tous ceux qui fréquentaient la cour. Mais par-dessus tout, Chalais était imprudent. Cette imprudence, il la devait peut-être à sa jeunesse. À 27 ans, on se croit invincible. On croit que les règles qui gouvernent le commun des mortels ne s'appliquent pas à soi. On croit pouvoir jouer avec le feu sans se brûler. Chalais jouait avec le feu, et il allait se brûler terriblement. Ce qui rendait sa position particulièrement dangereuse, c'est qu'il était proche du roi. Louis XIII, malgré sa méfiance maladive, avait besoin de compagnie. Il lui fallait des hommes autour de lui, des compagnons de chasse, des partenaires de jeu. Chalais était de ceux-là. Il faisait partie du cercle restreint des favoris royaux, de ces privilégiés qui avaient accès à la personne du souverain. Cette proximité aurait dû le protéger. Elle allait au contraire le perdre. Car Chalais avait un autre attachement, plus fort peut-être que sa loyauté envers le roi. Un attachement qui allait le conduire à sa perte. Elle s'appelait Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse. Marie de Chevreuse était l'une des femmes les plus dangereuses de son temps. Belle, intelligente, audacieuse, elle menait les hommes comme d'autres mènent des chevaux. Elle était l'amie intime d'Anne d'Autriche, la jeune reine, et partageait sa haine de Richelieu. Mais là où la reine se contentait de haïr en silence, la duchesse agissait. Marie de Chevreuse conspirait comme d'autres respirent. C'était chez elle un besoin, une passion, presque une addiction. Elle aimait le danger, le secret, les rendez-vous clandestins, les messages codés. Elle aimait manipuler les hommes, les pousser à des actions qu'ils n'auraient jamais entreprises seuls. Chalais était tombé follement amoureux d'elle. Comment résister à cette femme qui semblait tout promettre sans jamais rien donner vraiment? Comment résister à ses yeux brillants, à ses sourires complices, à ses murmures qui laissaient entrevoir des mondes de volupté? Chalais n'avait pas résisté. Il s'était laissé prendre au piège, comme tant d'autres avant lui. Et Marie de Chevreuse, qui ne faisait jamais rien sans calcul, avait vu en lui l'instrument parfait de ses desseins. Elle voulait la chute de Richelieu. Elle voulait un changement de règne, ou du moins un changement de politique. Et pour cela, elle avait besoin d'hommes prêts à risquer leur vie. Des hommes assez amoureux ou assez fous, pour ne pas mesurer les conséquences de leurs actes. Chalais était cet homme. Les premiers mois de l'année,
1626, il commença à fréquenter assidûment les appartements de la duchesse. On le vit aussi se rendre de plus en plus souvent à Blois, où résidait Gaston d'Orléans. Les espions de Richelieu notèrent ses allées et venues, mais n'en tirèrent pas encore de conclusion. Après tout, un jeune courtisan qui rendait visite aux frères du roi, quoi de plus normal? Ce qui se disait dans ces entrevues, en revanche, n'avait rien de normal. On parlait du roi. On parlait de ses faiblesses, de sa santé fragile, de son absence d'héritier. On parlait de ce qui arriverait s'il venait à mourir. On parlait de ce qui pourrait arriver s'il mourait plus tôt que prévu. On parlait aussi du cardinal, de cet homme en rouge qui tenait le royaume dans sa main de fer, de cet homme qu'il faudrait écarter, d'une manière ou d'une autre, pour que les choses puissent changer. Les mots restaient prudents, voilés. Personne n'osait encore prononcer clairement ce que tous pensaient. Mais dans l'air des salons surchauffés, une odeur de conspiration commençait à flotter. Le printemps arriva, et avec lui une accélération des événements. Au mois de mai, les choses se précisèrent. Ce qui n'était encore que des murmures devint un plan. Ce qui n'était que des rêveries devint un projet concret. Le plan était simple dans son principe, complexe dans son exécution. Il s'agissait d'abord de se débarrasser de Richelieu. Comment? Les conspirateurs évoquaient plusieurs possibilités. Un assassinat pur et simple était la plus directe. On le poignarderait lors d'un déplacement, ou on l'empoisonnerait. Si cela échouait, on le ferait disgracier par le roi, en montant contre lui une cabale si puissante que Louis XIII n'aurait d'autre choix que de le renvoyer. Une fois Richelieu écarté, la suite devenait plus floue. Certains voulaient simplement un changement de gouvernement, avec des ministres plus favorables à leurs intérêts. D'autres allaient plus loin. Ils envisageaient de contraindre le roi à abdiquer en faveur de son frère. D'autres, plus audacieux encore, ne reculaient pas devant l'idée d'un régicide. Gaston d'Orléans était au cœur du complot. C'est autour de lui que tout se nouait, c'est en son nom qu'on conspirait. Mais Gaston, fidèle à lui-même, restait dans l'ambiguïté. Il encourageait sans s'engager, approuvait sans promettre. Si le complot réussissait, il en récolterait les fruits. S'il échouait, il pourrait toujours prétendre n'avoir été au courant de rien. Autour de lui gravitaient une dizaine de conjurés, peut-être davantage. Des noms qui, pour la plupart, sont aujourd'hui oubliés. Mais parmi eux, il en était un qui dépassait tous les autres par l'ardeur de son engagement, le comte de Chalais. Chalais était devenu l'âme du complot. Poussé par son amour pour la duchesse de Chevreuse, enivré par le sentiment de jouer un rôle historique, il multipliait les initiatives. Il recrutait des partisans, organisait des réunions secrètes, portait des messages entre les différents conjurés. Il se croyait habile, il se croyait prudent. Il se trompait, car même dans le cercle le plus fermé, il y a toujours un traître. Toujours quelqu'un qui, par peur, par cupidité, ou simplement par faiblesse, finit par parler. Les réunions avaient lieu dans des endroits soigneusement choisis. Parfois chez la duchesse de Chevreuse, dont l'hôtel particulier offrait 1000 possibilités de discrétion. Parfois à Blois, dans les appartements de Gaston. Parfois dans des châteaux de province, loin des yeux indiscrets de Paris. On se retrouvait à la tombée de la nuit. On vérifiait que personne n'avait suivi. On parlait à voix basse, penchés les uns vers les autres, comme des conspirateurs de tragédie antique. Et pourtant, malgré toutes ces précautions, quelqu'un écoutait.
Quelqu'un, parmi ceux qui participaient à ces réunions, gardait en mémoire chaque mot prononcé. Quelqu'un notait les noms, les dates, les projets. Quelqu'un avait décidé que sa propre sécurité valait plus que la fidélité à ses compagnons. Ce quelqu'un s'appelait le commandeur de Valençay. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, membre de l'ordre de Malte, qui avait longtemps servi sur les galères en Méditerranée avant de revenir à la cour de France. Comment s'était-il retrouvé mêlé au complot? Par ses liens avec Gaston d'Orléans, sans doute, dont il fréquentait l'entourage. Avait-il jamais vraiment adhéré au projet des conjurés? C'est moins certain. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, Valençay prit une décision. Peut-être avait-il jugé le complot trop risqué. Peut-être avait-il été approché par un agent de Richelieu qui lui avait fait miroiter récompense et protection. Peut-être, tout simplement, avait-il eu peur. Toujours est-il qu'au mois de juin, le commandeur de Valençay demanda une audience au cardinal de Richelieu. La scène se passa dans le cabinet du cardinal, cette pièce austère où tant de destins s'étaient joués et se joueraient encore. Valençay fut introduit par un secrétaire qui se retira aussitôt, les laissant seuls. Richelieu ne dit rien. Il se contenta de fixer son visiteur de ce regard perçant qui mettait mal à l'aise les hommes les plus endurcis. Et il attendit. Valençay parla. Il parla longtemps, d'une voix d'abord hésitante, puis de plus en plus assurée à mesure qu'il vidait son sac. Il raconta tout, les réunions secrètes, les projets d'assassinat, les noms des conjurés, le rôle de Gaston d'Orléans, l'implication de Chalais. Richelieu écoutait sans l'interrompre. Son visage ne trahissait aucune émotion. Pas de surprise, pas de colère, pas même de satisfaction. Rien. Un masque de pierre. Quand Valençay eut terminé, le cardinal resta silencieux un long moment. Puis il posa quelques questions précises, chirurgicales. Des questions qui montraient qu'il en savait peut-être déjà plus qu'il ne le laissait paraître. Valençay répondit de son mieux. Enfin, Richelieu le congédia avec quelques mots neutres. Pas de promesses, pas de menaces. Juste un remerciement froid pour les informations fournies. Quand Valençay fut sorti, le cardinal resta seul dans son cabinet. Il s'approcha de la fenêtre et contempla la cour du palais en contrebas. Des courtisans allaient et venaient, insouciants, inconscients du drame qui se nouait. Richelieu réfléchissait. La situation était délicate. Il tenait maintenant les preuves d'un complot contre sa personne et peut-être contre le roi. Mais parmi les conjurés se trouvait le frère même du souverain, l'héritier présomptif de la couronne. On ne pouvait pas arrêter Gaston d'Orléans comme un vulgaire conspirateur. On ne pouvait pas le faire juger et exécuter, quels que fussent ses crimes. Il fallait agir avec subtilité. Frapper les complices tout en épargnant le prince. Démanteler le complot sans provoquer une crise dynastique. Et surtout, il fallait en parler au roi. Louis XIII réagit comme on pouvait s'y attendre. Avec fureur d'abord, cette fureur froide qui était la sienne, faite de silence lourd et de mâchoires serrées. Son propre frère. Son propre frère avait conspiré contre lui, avait peut-être envisagé sa mort. L'affront était immense, la blessure profonde. Puis vint la peur. Car Louis, malgré sa couronne, était un homme vulnérable. Il le savait. Il vivait entouré de gardes, certes, mais un poignard pouvait toujours trouver son chemin. Un poison pouvait toujours se glisser dans un plat. L'assassinat de son père, gravé dans sa mémoire d'enfant, lui rappelait chaque jour que les rois n'étaient pas immortels. Richelieu le rassura.
Le complot était éventé. Les conjurés seraient arrêtés. Justice serait faite. Le roi pouvait compter sur son dévoué serviteur pour veiller sur sa sécurité. Louis XIII hocha la tête. Il donna carte blanche à son ministre. Les jours suivants furent des jours d'attente. Une attente lourde, chargée de menaces invisibles. Les conjurés ne savaient pas encore que leur secret avait été percé. Ils continuaient à se réunir, à faire des plans, à rêver d'un avenir où Richelieu ne serait plus. Chalais, toujours aussi ardent, multipliait les imprudences. Il parlait trop, promettait trop, s'exposait trop. Richelieu, lui, préparait son filet. Il rassemblait les preuves, identifiait les complices, calculait le moment optimal pour frapper. Il ne voulait pas agir trop tôt, au risque de laisser échapper certains coupables. Mais il ne voulait pas non plus attendre trop longtemps, au risque de voir le complot passer à l'acte. Le moment vint au mois de juillet. Le 8 juillet 1626, le comte de Chalais fut arrêté. L'arrestation eut lieu sans éclat, presque sans violence. Chalais fut convoqué au Louvre sous un prétexte anodin. Quand il arriva, il trouva non pas le roi comme il s'y attendait, mais des gardes qui lui passèrent les menottes. Il comprit alors, mais trop tard, que tout était fini. On le conduisit dans une cellule où il passa ses premières heures d'enfermement dans un état de stupeur. Comment était-ce possible? Qui avait parlé? Qui l'avait trahi? Les interrogatoires commencèrent dès le lendemain. Chalais fut questionné pendant des heures, pressé de révéler tout ce qu'il savait sur le complot, sur ses complices, sur le rôle de Gaston d'Orléans. Au début, il nia tout. Puis, devant l'accumulation des preuves, il se mit à parler. Il parla, mais pas assez au goût de ses interrogateurs. Il minimisait son rôle, cherchait à protéger certains de ses amis. Il ne dit pas tout ce qu'il savait, ou tout ce qu'on croyait qu'il savait. Et pendant ce temps, les autres conjurés tremblaient. Certains furent arrêtés à leur tour. D'autres prirent la fuite, cherchant refuge dans des provinces éloignées ou dans des pays étrangers. Ceux qui restèrent à la cour attendirent leur sort avec angoisse, ne sachant pas si leur nom avait été prononcé par Chalais ou par d'autres. Mais il y en avait un que l'on ne pouvait pas arrêter, un que l'on ne pouvait même pas accuser publiquement, quelles que fussent les preuves de sa culpabilité. Gaston d'Orléans. Le frère du roi fut convoqué devant Louis XIII pour une explication. Ce qui se dit entre les deux frères, nul ne le sait exactement. Mais quand Gaston ressortit de l'entrevue, il avait le visage défait d'un homme qui a frôlé le gouffre. Il avait nié, bien sûr. Nié toute participation au complot, nié avoir jamais voulu du mal à son frère. Il avait prétendu avoir été manipulé, abusé par des conseillers félons. Il avait promis fidélité, repentir, obéissance éternelle. Et puis, pour achever de prouver sa bonne foi, il avait fait quelque chose d'ignoble. Il avait témoigné contre Chalais. Lui, Gaston d'Orléans, au nom de qui le complot avait été ourdi, lui que Chalais avait servi avec tant de dévouement, il avait chargé son ancien ami. Il avait confirmé les accusations, ajouté des détails, enfoncé celui qui avait risqué sa vie pour lui. Chalais, apprenant cette trahison, dut comprendre alors quelle sorte d'homme il avait servi. Mais il était trop tard pour les regrets. Le procès eut lieu à Nantes, où la cour s'était déplacée cet été-là. Un tribunal exceptionnel fut constitué, composé de magistrats triés sur le volet, tous dévoués au roi et à son ministre. Chalais fut conduit devant ses juges, enchaîné comme un criminel de droit commun. Lui qui avait porté les plus beaux habits de la cour, lui qui avait été l'un des favoris du roi.
se retrouvait maintenant, vêtu de haillons, sale, défait. L'accusation était lourde. Crime de lèse-majesté. Conspiration contre la personne du roi. Projet d'assassinat contre le principal ministre. Haute trahison. La peine pour de tels crimes était la mort. Tout le monde le savait, y compris l'accusé. Chalais se défendit avec l'énergie du désespoir. Il plaida l'erreur, la manipulation, la jeunesse. Il assura n'avoir jamais voulu la mort du roi, seulement un changement de gouvernement. Il implora la clémence, rappela ses services passés, invoqua la miséricorde royale. Rien n'y fit. Le tribunal le déclara coupable et le condamna à avoir la tête tranchée sur la place publique de Nantes. La sentence fut prononcée le 18 août 1626. L'exécution était prévue pour le lendemain. Mais avant de mourir, Chalais allait connaître une dernière humiliation. Ce même jour, le même 18 août, Gaston d'Orléans se mariait. Le roi avait décidé de marier son frère à mademoiselle de Montpensier, une riche héritière dont la fortune renforcerait les finances de la couronne. Gaston avait d'abord refusé, préférant un autre parti. Mais après la découverte du complot, il n'était plus en position de refuser quoi que ce soit. Ainsi, pendant que Chalais attendait la mort dans sa cellule, Gaston célébrait ses noces, dans la même ville, au même moment. Le contraste était cruel et sans doute voulu. Le roi voulait montrer que la vie continuait, que les traîtres seraient punis, mais que la dynastie se perpétuerait. Le message était clair. On pouvait conspirer contre le trône de France, mais le trône de France resterait debout. Chalais, dans sa cellule, entendait-il la musique du bal? Imaginait-il Gaston dansant avec sa nouvelle épouse pendant que lui comptait les heures qui lui restaient à vivre? On ne sait pas. On ne saura jamais ce qui se passa dans l'esprit du condamné cette nuit-là. Ce que l'on sait, c'est que l'aube du 19 août se leva grise et froide. Le jour de l'exécution, une foule immense se pressa sur la place du Bouffay, à Nantes. On venait voir mourir un grand seigneur, un spectacle assez rare pour mériter le déplacement. Les fenêtres des maisons donnant sur la place avaient été louées à prix d'or. Des marchands vendaient des rafraîchissements. C'était comme une fête, une horrible fête où le clou du spectacle serait la mort d'un homme. Chalais fut amené vers 10 heures du matin. Il marchait d'un pas ferme, la tête haute. Il avait revêtu une chemise blanche, comme le voulait l'usage, pour les condamnés de haute naissance. Ses cheveux avaient été coupés courts pour dégager la nuque. Il monta sur l'échafaud avec calme. On dit qu'il promena un dernier regard sur la foule, peut-être cherchant un visage ami. Il n'en trouva pas. La duchesse de Chevreuse n'était pas là. Elle avait pris la fuite bien avant, se mettant hors de portée de la justice royale. Elle pleurerait Chalais, peut-être, mais de loin, en sécurité. Le condamné s'agenouilla devant le billot. Un prêtre lui donna l'absolution. Chalais murmura quelques mots, une prière peut-être, ou un message pour ceux qu'il aimait. Et c'est alors que le cauchemar commença. Le bourreau de Nantes n'était pas là. Quelqu'un, parmi les partisans de Chalais, avait réussi à le faire disparaître. Peut-être l'avait-on payé pour qu'il s'absente. Peut-être l'avait-on menacé. Toujours est-il que l'exécuteur officiel était introuvable. Les autorités, prises au dépourvu, durent improviser. On chercha dans les prisons un condamné qui accepterait de tenir le rôle du bourreau en échange d'une remise de peine. On en trouva un cordonnier qui avait été condamné pour quelques délits mineurs. Cet homme n'avait jamais tenu une épée de sa vie. On lui en donna une. On lui expliqua rapidement ce qu'il devait faire.
Frapper la nuque. Trancher net. Ce n'est pas difficile, lui dit-on. Ce fut difficile. Le premier coup atteignit Chalais à l'épaule. Le condamné hurla de douleur. La foule, horrifiée, poussa un cri. Le bourreau improvisé, tremblant, frappa de nouveau. Il manqua la nuque et entailla le crâne. Chalais était toujours vivant. Il se tordait sur le billot, couvert de sang, implorant qu'on en finisse. Le troisième coup, le quatrième, le cinquième. Chaque fois, la lame s'abattait, mais sans parvenir à trancher la tête. Le bourreau, paniqué, frappait au hasard, transformant l'exécution en boucherie. On dit qu'il fallut 29 coups. 29 coups pour venir à bout d'un homme de 27 ans. Quand enfin la tête roula sur les planches de l'échafaud, la foule était silencieuse. Plus personne ne criait, plus personne ne parlait. Même les plus endurcis détournaient le regard. Ce à quoi ils venaient d'assister n'était pas une exécution, c'était un massacre. Le corps de Chalais fut jeté dans un cercueil hâtivement cloué. Sa tête, selon l'usage, fut exposée sur une pique pendant quelques heures pour l'édification du peuple. Puis, on l'enterra sans cérémonie dans un coin du cimetière réservé aux criminels. Ainsi finit le conte de Chalais, amant trop confiant d'une femme trop dangereuse, serviteur trop fidèle d'un prince trop lâche. Et pendant que le sang de Chalais séchait sur les planches du bouffet, dans un cabinet du château de Nantes, un homme travaillait. Richelieu avait appris l'exécution, bien sûr. On lui avait même raconté les détails atroces de cette mort ratée. Il avait écouté sans broncher, comme il écoutait toujours les nouvelles, bonnes ou mauvaises. Puis, il était retourné à ses papiers. Le complot de Chalais n'était qu'un épisode. Un épisode douloureux, certes, mais un épisode parmi d'autres. D'autres complots viendraient. D'autres conspirateurs se dresseraient contre lui. D'autres hommes mourraient pour avoir osé le défier. Richelieu le savait. Il l'acceptait. C'était le prix à payer pour gouverner la France. Cette nuit-là, comme toutes les nuits, le cardinal ne dormit pas. Ou si peu. Ses chats levaient à ses pieds, une chandelle pour toute compagnie, il lisait des dépêches venues des quatre coins du royaume et de l'Europe. L'Espagne menaçait. L'Angleterre intriguait. Les protestants de La Rochelle s'agitaient. Les princes du sang grondaient. Tant à faire, tant de dangers à prévenir, tant d'ennemis à surveiller. Richelieu trempa sa plume dans l'encrier et se mit à écrire. Une lettre à un ambassadeur. Un ordre à un gouverneur de province. Une instruction à l'un de ses espions. Dehors, la nuit était noire. Dans les couloirs du château, on n'entendait que le pas régulier des gardes en faction. Le cardinal travaillait. Il travaillerait encore pendant 15 ans, jusqu'à ce que la mort vienne enfin lui accorder le repos qu'il ne s'était jamais accordé de son vivant. 15 ans de complots déjoués, de guerres menées, de réformes imposées. 15 ans pendant lesquels il façonnerait la France comme un sculpteur façonne l'argile. Mais cette nuit-là, en août 1626, tout cela était encore à venir. Le cardinal ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Il savait seulement qu'il devait rester vigilant, toujours vigilant, car ses ennemis ne dormaient pas non plus. Quelque part dans la nuit, d'autres hommes préparaient d'autres complots. D'autres ambitions se formaient. D'autres trahisons se nouaient. La cour de France ne connaissait jamais le repos. Et dans les couloirs du pouvoir, on n'entendait que le silence. Ce silence trompeur qui précède les tempêtes. Ce silence dans lequel, si l'on tendait l'oreille, on pouvait percevoir le murmure des conspirateurs, le froissement des lettres secrètes,
le cliquetis des poignards qu'on aiguise dans l'ombre. Ce silence que Richelieu connaissait si bien. Ce silence qu'il écoutait chaque nuit, guettant le bruit qui annoncerait le prochain danger. Mais cette nuit-là, le danger était passé. Chalais était mort. Les autres conspirateurs étaient en fuite ou en prison. Gaston d'Orléans avait fait sa soumission. Le cardinal avait gagné. Jusqu'à la prochaine fois. Car il y aurait une prochaine fois. Il y avait toujours une prochaine fois. Et Richelieu serait prêt, comme il l'avait toujours été, comme il le serait toujours, jusqu'à son dernier souffle. La chandelle vacillait sur le bureau du cardinal. Bientôt, elle s'éteindrait, et il faudrait en allumer une autre. Mais pour l'instant, Richelieu ne bougeait pas. Il regardait la flamme danser, projetant des ombres mouvantes sur les murs de pierre. À quoi pensait-il en cet instant? Nul ne le sait. Peut-être pensait-il à Chalais, ce jeune homme brillant qui avait gâché sa vie pour une femme et une cause perdue. Peut-être éprouvait-il une forme de pitié, ou au moins de compréhension. Lui aussi, autrefois, avait été jeune et ambitieux. Lui aussi avait pris des risques insensés pour s'élever. Mais lui avait gagné. Ou peut-être ne pensait-il à rien. Peut-être son esprit, pour une fois, était-il vide. Un bref répit avant de replonger dans le tourbillon des affaires. Dehors, l'aube commençait à poindre. Une lueur grise filtrait à travers les rideaux. Un nouveau jour se levait sur la France. Un jour comme les autres, pour le cardinal. Un jour de travail, de vigilance, de calcul. Un jour de plus dans cette longue bataille qu'était sa vie. Richelieu se leva, s'étira lentement et sonna son valet. Il était temps de s'habiller, de recevoir les premiers visiteurs, de reprendre le fil des affaires. Le royaume n'attendait pas, et le cardinal non plus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête jamais vraiment. Quelques mots encore sur ceux qui ont traversé ce récit. Marie de Chevreuse, la belle duchesse qui avait poussé Chalais à sa perte, continua sa carrière de conspiratrice. Elle conspira contre Richelieu jusqu'à la mort de celui-ci. Puis, elle conspira contre Mazarin, son successeur. Elle mourut très vieille, en exil, n'ayant jamais cessé de rêver à des intrigues. Gaston d'Orléans, le prince qui trahissait tous ceux qui le servaient, continua lui aussi à conspirer. Encore et encore, pendant des années, il se mit à la tête de complots contre son frère. Et chaque fois, quand les choses tournaient mal, il abandonnait ses partisans et demandait pardon au roi. Louis XIII finit par dire de lui: « Mon frère ne réussira jamais rien, parce qu'il abandonne toujours les siens à la première difficulté. » Louis XIII lui-même régna encore 17 ans après l'affaire Chalais. Des années difficiles, marquées par les guerres et les troubles, mais aussi des années de grandeur, pendant lesquelles la France s'imposa comme la première puissance d'Europe. Le roi mourut en 1643, quelques mois après son ministre, laissant un fils de 4 ans qui deviendrait Louis XIV. Quant à Richelieu, il poursuivit son œuvre jusqu'à son dernier souffle. Il écrasa les protestants à La Rochelle. Il tint tête à la Maison d'Autriche. Il fonda l'Académie française. Il bâtit un État moderne sur les ruines de la féodalité. Et il continua à déjouer les complots, année après année, sans jamais baisser la garde. Il mourut le 4 décembre 1642, épuisé par le travail et la maladie. On dit que ses derniers mots furent une prière, ou peut-être un dernier conseil politique au roi. Les témoignages divergent. Ce qui est sûr, c'est qu'il mourut comme il avait vécu, en travaillant,
La nuit où il rendit l'âme, une chandelle brûlait encore sur son bureau. Des papiers attendaient qu'il les signe. Des dépêches réclamaient une réponse. Mais cette fois, il n'y eut personne pour les lire. Le cardinal s'était enfin endormi, pour toujours. Et maintenant, vous aussi, vous pouvez dormir. Laissez s'éloigner les échos de cette histoire ancienne. Laissez s'estomper les visages de ces hommes et de ces femmes qui ont vécu il y a 4 siècles. Laissez le silence reprendre ses droits, ce silence qui était le compagnon fidèle des nuits du cardinal. Dehors, la nuit est calme. Plus de complots, plus de trahisons, plus de têtes qui roulent sur des échafauds. Juste la paix de l'obscurité et le murmure lointain du vent. Fermez les yeux. Respirez lentement. Et laissez-vous glisser dans le sommeil, comme on glisse dans un fleuve tranquille qui vous emporterait vers des rives inconnues. Demain sera un autre jour. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre que la nuit, et le silence, et le repos que vous méritez. Dormez bien. Dans les semaines qui suivirent l'exécution de Chalais, une étrange atmosphère s'abattit sur la cour de France. Ce n'était pas de la tristesse, car personne n'osait pleurer ouvertement un traître condamné. Ce n'était pas de la peur non plus, ou du moins, pas une peur que l'on pouvait nommer. C'était quelque chose de plus subtil, de plus insidieux, un malaise diffus qui flottait dans les couloirs du Louvre comme une brume d'automne. Les courtisans parlaient moins, ou plutôt, ils parlaient autrement. Leur conversation, autrefois si libre, si pleine de sous-entendus et de confidences murmurées, était devenue prudente, mesurée, presque vide. On échangeait des banalités sur le temps qu'il faisait, sur la dernière chasse du roi, sur la mode des nouvelles dentelles venues de Venise. Mais dès que le sujet risquait de s'aventurer sur un terrain plus personnel, les voix se taisaient, les regards se détournaient. Chacun se demandait qui avait parlé. Chacun se demandait si son voisin, son ami, son confident de toujours n'était pas l'un de ces informateurs dont on disait qu'il pullulait au service du cardinal. Et parce que personne ne savait, tout le monde soupçonnait tout le monde. C'était exactement ce que Richelieu avait voulu. Car le cardinal avait compris, bien avant les autres, que le pouvoir ne repose pas seulement sur la force. La force peut briser les corps, mais elle ne soumet pas les esprits. Pour régner véritablement, il faut autre chose, il faut la peur. Non pas une peur brutale, visible, qui provoquerait la révolte, mais une peur sourde, permanente, qui s'insinue dans les consciences et paralyse les volontés. Après l'affaire Chalais, cette peur était partout. Les grands seigneurs qui, quelques mois plus tôt, parlaient ouvertement de renverser le ministre, se faisaient maintenant tout petits. Ils venaient au lever du cardinal, s'inclinaient bien bas, protestaient de leur dévouement. Richelieu les recevait avec une politesse glaciale. Il ne les menaçait jamais. Il n'avait pas besoin de les menacer. Sa seule présence suffisait à leur rappeler ce qui arrivait à ceux qui osaient le défier. Et la nuit, dans leurs hôtels particuliers, ces mêmes seigneurs ne dormaient pas. Ils restaient éveillés dans leur lit à baldaquin, l'oreille aux aguets, sursautant au moindre bruit. Était-ce un serviteur qui passait dans le couloir? Ou étaient-ce les hommes du cardinal, venus les arrêter? Chaque craquement de parquet devenait une menace. Chaque ombre derrière une tenture pouvait cacher un espion. Tel était le prix de la conspiration. Non pas pour ceux qui avaient conspiré, mais pour tous les autres. Pour tous ceux qui auraient pu conspirer, qui y avaient peut-être pensé, qui en avaient peut-être rêvé. La mort de Chalais n'était pas seulement un châtiment, c'était un avertissement
un message adressé à tous ceux qui, un jour, seraient tentés de suivre son exemple. Le message avait été reçu. Pendant quelques années, les complots se firent plus rares. Oh, ils ne cessèrent jamais complètement. La nature humaine étant ce qu'elle est, il se trouva toujours des ambitieux pour rêver de renverser l'ordre établi. Mais ces complots furent plus timides, plus maladroits, plus facilement déjoués. Les conspirateurs potentiels avaient appris la prudence. Ils avaient appris que les murs avaient des oreilles, que les amis pouvaient trahir, que le cardinal savait tout. Et Richelieu, dans son cabinet, continuait de veiller. Il recevait chaque jour des dizaines de rapports, des lettres interceptées, des conversations surprises, des mouvements suspects. Ses secrétaires classaient ces informations, les recoupaient, les analysaient. Le cardinal lisait les synthèses, parfois les documents originaux, quand l'affaire lui semblait importante. Il prenait des notes dans les marges, d'une écriture serrée que lui seul pouvait déchiffrer. Puis il rangeait les papiers dans des coffres fermés à triple tour, dont il gardait les clés sur lui en permanence. Ces coffres contenaient les secrets de la France. Des secrets qui auraient pu faire tomber des têtes, ruiner des familles, déclencher des guerres. Des secrets que Richelieu conservait précieusement, non pas pour les utiliser immédiatement, mais pour les garder en réserve. Car un secret, tant qu'il reste secret, est une arme. Une arme que l'on peut brandir au moment opportun, quand l'adversaire s'y attend le moins. Le cardinal était un collectionneur de secrets, et sa collection ne cessait de s'enrichir. Parfois, tard dans la nuit, il lui arrivait de rouvrir ses coffres et de relire certains documents. Non par nécessité, mais par une sorte de méditation. Il relisait les preuves des complots passés, les confessions des traîtres, les lettres d'amour compromettantes. Et il songeait à la fragilité des hommes, à leur vanité, leur cupidité, leur faiblesse, à cette facilité qu'ils avaient de se perdre pour des chimères. Chalais était mort pour une femme et une illusion. D'autres étaient morts pour moins encore. D'autres mouraient pour des raisons tout aussi dérisoires. Le cardinal ne les jugeait pas. Il les observait, les étudiait, les comprenait. Comprendre les hommes était son métier. Comprendre leurs désirs, leurs peurs, leurs failles. Car c'est par ces failles que l'on pouvait les contrôler. Richelieu n'aimait pas les hommes, disait-on. C'était probablement vrai, mais il les connaissait mieux que personne. Il savait ce qui les faisait agir, ce qui les faisait hésiter, ce qui les faisait céder. Et cette connaissance valait toutes les armées du monde. Un soir d'automne, quelques semaines après l'exécution de Chalais, le cardinal reçut une visite inattendue. Un vieux gentilhomme, un homme qui avait servi sous Henri IV et qui maintenant vivait retiré dans ses terres, demanda à être reçu. Richelieu, intrigué, accepta. Le vieil homme entra dans le cabinet du ministre, avec la raideur de ceux qui ont passé leur vie à cheval. Il s'inclina brièvement, refusa le siège qu'on lui offrait et parla debout, comme un soldat fait son rapport. Il venait, dit-il, pour poser une question. Une seule question qui le tourmentait depuis des mois. Richelieu l'invita à parler. Le vieux gentilhomme demanda alors, d'une voix qui tremblait légèrement, « Monseigneur, comment faites-vous pour dormir ?» Le cardinal resta silencieux un long moment, puis un sourire, un vrai sourire, peut-être le premier depuis des semaines, effleura ses lèvres minces. « Je ne dors pas, répondit-il simplement. Ou si peu que cela ne compte guère. » Le vieil homme hocha la tête, comme si cette réponse confirmait ce qu'il soupçonnait. Il s'inclina de nouveau et prit congé.
Richelieu ne sut jamais pourquoi cet homme était venu lui poser cette question. Peut-être était-ce un ancien conspirateur qui voulait comprendre son vainqueur. Peut-être était-ce simplement un vieillard curieux qui s'interrogeait sur les mystères du pouvoir. Peu importait. Ce qui importait, c'est que la question était juste. Comment faisait-il pour dormir? Il ne dormait pas. Tel était son secret. Tel était le prix qu'il payait pour gouverner la France. Pendant que les autres se reposaient, il veillait. Pendant que les autres rêvaient, il calculait. Pendant que les autres oubliaient, il se souvenait. C'était épuisant, bien sûr. Le cardinal était souvent malade, rongé par des maux que les médecins ne parvenaient pas à guérir. Son corps, qu'il négligeait, le trahissait régulièrement. Mais son esprit, lui, ne faiblissait jamais. Car telle était sa force, cette capacité à rester éveillé quand tous les autres dormaient, cette vigilance perpétuelle qui lui permettait de voir venir les dangers avant qu'ils ne frappent. Et quand, parfois, la fatigue devenait trop forte, quand ses yeux se fermaient, malgré lui, le cardinal s'accordait quelques heures de repos. Un sommeil léger, peuplé de rêves qu'il oubliait aussitôt. Puis il se réveillait, avant l'aube, et reprenait son travail là où il l'avait laissé. Les années passèrent ainsi dans cette alternance de veille et de demi-sommeil. Des années de labeur incessant, de complots déjoués, de victoires arrachées. Des années pendant lesquelles Richelieu façonna la France à son image, ou du moins à l'image qu'il avait d'elle. Et chaque nuit, dans son cabinet, la même chandelle brûlait, la même plume courait sur le papier. Les mêmes chats dormaient à ses pieds, indifférents aux tourments de leur maître. Le cardinal ne dormait pas. Mais maintenant, vous pouvez dormir. Laissez cette histoire s'éloigner doucement, comme un navire qui quitte le port et s'enfonce dans la brume. Laissez les personnages retourner à leur sommeil de 4 siècles, dans les pages poussiéreuses des livres d'histoire. Ils ont vécu, ils ont souffert, ils ont aimé et trahi. Ils ont connu la gloire et la disgrâce, le pouvoir et la chute. Maintenant, ils reposent, et vous aussi, bientôt, vous reposerez. La nuit est longue encore. Elle vous appartient tout entière. Faites-en ce que vous voulez. Rêvez de palais et de forêts, de rivières et de montagnes. Ou ne rêvez de rien, laissez votre esprit flotter dans ce vide paisible qui précède le sommeil profond. Demain, le monde reprendra ses droits. Demain, il y aura des choses à faire, des gens à voir, des problèmes à résoudre. Mais tout cela peut attendre. Tout cela attendra. Pour l'instant, il n'y a que la nuit. Et vous, et ce silence bienfaisant qui vous enveloppe comme une couverture chaude. Dormez. Le cardinal veille pour vous.